Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Cher Geoffroy, bonsoir. Bonsoir Philippe de Villiers, nous allons bien évidemment revenir en longueur sur le meurtre de Quentin et les conséquences pour la France et les Français d'un tel drame. Et votre première réaction après ce drame, on a besoin de l'entendre, c'est un drame qui a sidéré la France et vous souhaitez adresser vos premiers mots bien évidemment à la famille, Philippe. C'est difficile. C'est difficile de le faire, c'est difficile de ne pas le faire. Pour commencer cette émission où nous allons parler longuement de ce drame. C'est difficile de trouver les mots, parce qu'en fait, les mots sont pauvres, trop pauvres, même s'ils sont lestés de tendresse. Ils sont trop pauvres pour combler le vide que j'imagine, étant moi-même parent, le vertige, la béance du chagrin. Et en fait, je me dis, en me mettant à la place des parents auxquels je m'adresse, il y aura... nous sommes dans le premier moment. Il ne faut pas chercher à le contourner, c'est le moment de la colère. On a ramené le fils, piétiné, le visage éclaté, lynché. On croyait que le sourire était éternel, on pensait que sa présence était dans la maison pour toujours. On croit toujours que l'instant est un moment d'éternité. Quand on a de l'affection pour des êtres avec lesquels on vit. Et puis, il suffit de mettre le nez à la fenêtre pour la famille, pour entendre des propos odieux, l'indécence de toute une société décadente qui ne comprend rien à la vie intérieure d'un garçon qui était un modèle. Et demain, probablement un modèle héroïque de pureté vertueuse et d'amour du pays. Lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Si j'étais parent, je penserais ça. Puis après, il y a un deuxième moment, un peu plus tard. Peut-être c'est la messe dans l'intimité. On tombe à genoux. C'est le fiat, ainsi soit-il. On tombe à genoux, la prostration, en prononçant à sa manière l'ode à Vilquet. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte apaiser les morceaux de ce cœur, tout plein d'autres gloires que vous avez brisées. Il ne reviendra plus. On ne le reverra jamais plus. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, il y aura peut-être un cri d'espérance. Je pense souvent, quand un être cher disparaît à ce psaume, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On le prononce, ce psaume sans le comprendre, mais il chante en soi comme une petite lumière. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, moi je voudrais m'adresser aux jeunes Français pour que la mort terrible de Quentin soit pour eux une occasion de se lancer dans la vie et de retrouver l'espérance française. Philippe de Villiers, la famille de Quentin a appelé au calme par la voix de son avocat, ne participera pas à la marche de ce samedi, organisée une semaine après le drame. Ce samedi, des milliers de Français entendent se rassembler à Lyon de manière pacifique pour rendre hommage à Quentin. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a demandé d'interdire ce rassemblement. Le ministre de l'Intérieur a refusé cette interdiction. Je voulais vous faire réagir à la déclaration de Manuel Bompard sur
ses réseaux sociaux. Il dit « La marche prévue samedi à Lyon est loin d'être seulement un hommage à la victime. Elle est prévue pour une véritable démonstration fasciste dans les rues. Plus de 1000 néo-nazis de toute l'Europe sont annoncés dans une volonté de vengeance mortifère. Cela représente une véritable menace pour les habitants. Elle doit être interdite, comme cela a été le cas dans d'autres villes, comme à Toulouse. » Quel regard vous portez sur cette déclaration de Manuel Bompard, Philippe de Villiers ? Ignominieux. Ce personnage est ignominieux. On a l'impression que la révolution, qui est leur horizon intime, leur a mangé du cœur. Ils n'ont plus de cœur. Mais Che Guevara avait dit ce qui est porteur de la révolution, c'est la haine. Donc en fait, ils ont la haine. Et pour eux, Quentin, c'est pas un accident, même pas. Non, c'est un ennemi qu'on a abattu parce qu'il incarne la figure de ce qu'on combat. Alors d'abord, cette marche blanche, elle a été voulue par les amis de Quentin. C'est une marche de recueillement, d'imploration, de déploration, de supplication. Je pense que ça déroulera dans le silence. Et c'est pas une marche politique. C'est une marche du fort intime. Les gens qui viennent là, alors il y aura probablement, hélas, des gens qui viendront pour d'autres raisons, soit pour se servir de la marche blanche, soit pour la détruire, soit les deux. Mais ce qui est certain, c'est que le geste de cette marche blanche, il suffit d'écouter les amis de Quentin, elle a un but noble. C'est une marche qui élève. Alors maintenant, Bompard, puisque c'est votre question. Alors, en fait, Bompard, il faut bien comprendre, et je vais essayer d'expliquer ça ce soir pendant toute l'émission. Il faut bien comprendre ce que c'est que Mélenchon, Bompard et tous les autres. Ils veulent une stratégie de la tension. Ils le disent textuellement. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie de la tension ? C'est que pour exister, il faut accabler l'adversaire, le trouver, le retrouver, le désigner, et ensuite tout conflictualiser, comme ils disent. Il y a quelques jours, je me souviens que j'avais entendu avec effroi un mot qui passait inaperçu dans tous les médias, quand Mélenchon a dit « Il est temps maintenant d'utiliser des méthodes impactantes ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Des méthodes impactantes. Impact, point d'impact. Là, ils les ont trouvées, les méthodes impactantes. Avec le pied sur le crâne d'un enfant de 23 ans. C'est horrible. Donc la stratégie de la tension, c'est-à-dire qu'il n'existe, LFI n'existe que par la stratégie de la tension. Et là, je voudrais dire que tout le monde s'est fait piéger depuis des années par la dialectique fa-antifa. Antifa-fa. Antifa, antifasciste, donc fasciste. Tout le monde s'est fait piéger parce que finalement, à partir du moment où on accepte qu'il y ait des antifas, qu'on les désigne ainsi sur tous les médias, y compris CNews, parce que personne ne peut faire autrement, il faudrait mettre des guillemets. On dit, il y a les antifas, et voilà. Et d'ailleurs, il y a même une journaliste tout à l'heure qui disait l'ultra-droite qui va manifester demain, sur CNews. Donc, en fait, on est tous pris dans une propagande totalitaire qui est fondée sur une dialectique qui a été remarquablement dénoncée par un historien, le professeur Jacques de Saint-Victor, éminent historien, dans le Figaro de ce matin. Alors j'explique. Donc il y a, en fait,
il y a les fascistes et les antifascistes. Bien. Donc les antifas, c'est l'abréviation des antifascistes. Il y a deux sortes de violences selon leur rhétorique. Il y a la violence des fascistes, qui est une violence pure. C'est-à-dire, c'est la violence pour la violence. L'apologie de la violence. Ça, c'est les fascistes. Et puis, il y a les antifascistes, c'est la violence réactive, pour empêcher que le fascisme ne gagne, ne triomphe. Alors, qu'est-ce que l'antifascisme? Eh bien, l'antifascisme, c'est le mouvement qui permet de vaincre le fascisme. Seulement le problème, c'est que quand vous regardez l'histoire depuis 2 siècles, ça ne colle pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gauche s'est mariée, a épousé la violence depuis 2 siècles. Et c'était avant le fascisme. Donc, la lutte contre le fascisme, c'est quand le fascisme est au pouvoir. Mais là, il n'était pas au pouvoir au XIXe siècle. Et il n'est plus au pouvoir depuis 1945. Donc on voit bien que cette rhétorique, elle s'inscrit dans le vide. Le vide de quoi? Le vide du politique. Parce que si vous demandez à quelqu'un, alors c'est quoi le fascisme? Alors il dira, ah oui, c'est quelqu'un qui est attaché à l'autorité, à la France. Ah bon? Ouais. C'est ça le fascisme? Ah oui. Ben, on voit que vous n'avez pas connu la guerre. Parce que nos pères et nos grands-pères, c'est pas ce qu'ils nous ont raconté sur le fascisme. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui a très bien dit ça, c'est Marcel Gauchet. Il dit, quand il n'y a plus de politique, il reste la moraline. C'est-à-dire, la politique, c'est la communauté nationale. Quand il n'y a plus de communauté nationale, soit parce qu'on veut l'immigration invasive, ça, c'est la Post-France, et parce qu'on veut transmettre la France en d'autres mains à Bruxelles, ça c'est Macron, l'anti-France, la Post-France, deux manières de liquider la France. Alors il n'y a plus la politique. Donc quand il n'y a plus la politique, à l'université comme à l'école, on fait la morale. Mais c'est une morale particulière, c'est le bien contre le mal. Et comme on ne définit plus ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, on le voit en ce moment avec l'euthanasie. L'euthanasie, ça devient le bien. Le fait de tuer son prochain, son papa, sa maman, son frère, ça devient le bien. Donc c'est une moraline relative. Et donc, comme il n'y a plus le politique, il y a le moral. Et le moral, on le définit à sa manière. Il y a le bien contre le mal. Alors le mal, c'est ceux qui ne sont pas révolutionnaires, qui ne sont pas LFI. Ça, c'est le mal. Alors, il y a le petit mal, le grand mal. Il y a le petit mal, ceux qui sont tout près, quand même, Olivier Faure. Et puis, le grand mal, c'est évidemment le Rassemblement national, le mal absolu. Voilà. Et cette dialectique, elle rentre dans le cerveau des enfants et des jeunes, et qui disent, quand ils arrivent à l'âge adulte, « Ah, mais moi, je suis antifa. Moi, je suis contre le mal absolu. Je suis pour le bien. » Ah bon, vous êtes pour le bien, formidable. Et tous les profs des facs disent, c'est quand même bien, ils sont pour le bien, et il faut qu'ils soient un peu plus chaque matin pour le bien. Voilà. Et donc, en fait, ils jouent sur du velours, les gens de LFI, parce que ils parlent à une société décadente qui a perdu complètement les repères intellectuels de ce qu'est la société politique. Le politique, la police, la cité. Les règles qui définissent la cité. Comme il n'y a plus de cité, alors il y a la moraline. Philippe de Villiers, allons aussi sur le terrain diplomatique, puisque le drame et la tragédie qui a frappé la France a des conséquences au-delà de nos frontières, en Italie, mais également aux États-Unis, puisque l'administration de Donald Trump a réagi. Restons sur l'Italie, puisque Giorgia Meloni a eu le malheur de rendre hommage mercredi à Quentin et d'alerter. Elle dit l'assassinat du jeune Quentin est profondément choquant
et attristant. La mort de ce jeune homme d'une vingtaine d'années agressé par des groupes liés à l'extrême gauche et emporté par un climat de haine idéologique qui touche plusieurs nations est une blessure pour toute l'Europe. Aucune idée politique, aucune opposition idéologique ne saurait justifier la violence ni transformer la confrontation en agression physique. Et très rapidement, c'est Emmanuel Macron qui lui a répondu. Écoutez. Quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. C'est pour Giorgia Meloni. Vous l'avez bien compris. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, comment interprétez-vous cette réaction d'Emmanuel Macron ? Quelle est la boisson nationale en Inde? C'est un thé très épicé, non? Il a dû forcer sur la dose, à mon avis. Alors, je vais vous répondre. Giorgia Meloni, elle est née en 1977. Elle avait 1 an lorsque Aldo Moro, le Premier ministre italien, est mort. Assassiné par les Brigades Rouges. Et donc, elle a vécu une enfance traumatisée par ces groupuscules qui étaient des groupuscules cousins germains de la Jeune Garde. Tellement cousins germains qu'il y a quelques jours, d'après ce que j'ai compris, dénommé, comment il s'appelle, Arnaud ? Raphaël Arnaud. Ouais. Raphaël Arnaud, il était à Rome pour une commémoration de ces anciens des Brigades Rouges. Donc en fait, elle a exprimé le souvenir douloureux qu'elle a de cette période qui a duré 20 ans, de 1960 à 1980, où les Brigades Rouges faisaient la loi et assassinaient à tous les coins de rue. Et donc, ayant vécu ce traumatisme, elle est portée à dire à la France, au peuple français, je compatis. Son message est digne, il est élégant et il n'a rien d'agressif. Alors, il a été mal reçu par Emmanuel Macron. Bon. Emmanuel Macron, d'abord, je n'ai pas le souvenir, peut-être vous allez me démentir, qu'il ait adressé un mot publiquement à la famille de Quentin et qu'il ait eu un mot pour Quentin. C'est quand même le pater familias. Ensuite, il explique à Giorgia Meloni, alors c'est pathétique, il dit attention, il faut respecter la frontière. Ah ah, c'est bien la première fois que j'entends Macron demander qu'on respecte la frontière. Et il l'accuse d'être nationaliste. Alors évidemment, lui, il a largué la France, puisqu'il l'a transmise, il a transmis le pouvoir à Bruxelles. Tout le pouvoir est bientôt là, le nucléaire. Peut-être qu'on en parlera si on a le temps. Le bouton nucléaire qui va donner à Merz. Donc il largue tout, il a tout largué. Et voilà que lui, ayant tout largué, ne connaissant plus le mot frontière, tout à coup le mot frontière, il le ressuscite pour dire à Meloni, restez chez vous. Et là, il a un mot malheureux. Il dit les moutons seront bien gardés. Alors De Gaulle disait les Français sont des veaux, lui il dit ce sont des moutons. Les moutons c'est plus pratique que les veaux parce que les moutons on peut les tondre plusieurs fois. Le fisc. Les moutons de Panurge. Voilà. Donc il nous prend pour des moutons. Il est en Inde et il parle des Français comme des moutons. Mais quel mépris. Mais la question elle n'est pas là en fait. Pour moi la question c'est pourquoi il est piqué au vif? Et je vais vous répondre. Pour moi, il est piqué au vif parce que il a, avec l'extrême gauche, un lien invisible, indicible, mais profond. Et pour l'avoir bien connu de près, je peux vous dire que j'ai compris ça assez vite. Et quel est ce lien? Il est double, en fait. Il y en a un qu'on peut voir, c'est le lien électoral, puisqu'il a été élu à chaque fois grâce aux voix au deuxième tour de l'extrême gauche. Et la Chambre des députés actuelle, le Front républicain, le fameux Front républicain, il a été largement encouragé par Emmanuel Macron. Donc en fait, il cautionne
le lien entre la gauche et l'extrême gauche, la gauche d'où il vient et l'extrême gauche avec laquelle il a fait alliance. Mais ça va plus loin. Il y a un deuxième lien, qui est un lien doctrinal avec l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il a, comme l'extrême gauche, la même détestation de l'extrême gauche, la même détestation de la France éternelle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il veut, pour parler comme Mathieu Bocoté, il veut que la France demeure et soit chaque jour davantage le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Il veut liquider la France. Maintenant, c'est clair. Il veut la liquider le plus vite possible. Il est prêt à tout pour ça, puisqu'il est prêt à partager maintenant la défense. Je vous rappelle que De Gaulle disait « La défense est la première raison d'être de l'État. Si l'État abandonne la défense, il manque à sa raison d'être. » Donc, il est en train d'abandonner la défense de la France à la Commission de Bruxelles et aux Allemands. Donc, il ne restera rien. Tout aura été largué, la loi, la justice, évidemment l'agriculture, l'industrie, tout. Et donc, en fait, chacun fait son travail sur un pan de la colline. Il y a ceux qui détruisent la France en la larguant, ça c'est Macron, et il y a ceux qui détruisent la France en la submergeant. Ça c'est la créolisation, c'est Mélenchon. Mais sur le fond, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur l'ennemi. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est le dernier Français. L'ennemi c'est le dernier Mohican. Celui qui veut pas que la France meure. Celui-là, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa sensibilité, c'est l'ennemi qu'il faut abattre. Je me permets. Or, aujourd'hui, l'ennemi en question, il relève la tête. Et il est de plus en plus nombreux. Et peut-être qu'en 2027, il va y avoir une alternance et que celui qui est considéré comme l'ennemi, c'est en fait les amis de Quentin et de Alice Cordier et de Némésis, tous ces héros du quotidien qui défendent ce pourquoi la France existe, peut-être qu'on va gagner. Je me permets de préciser qu'il avait adressé un message justement sur les réseaux sociaux il y a 5 jours à sa famille et ses proches, écrit-il, j'adresse mes pensées et le soutien à la nation. Il appelait au calme, à la retenue et au respect dans un message sur les réseaux sociaux. Oui, mais il vient de le détruire ce message, oui. en expliquant qu'il fallait renvoyer dos à dos les uns et les autres. C'est absolument épouvantable, c'est indigne de sa part. Voilà. Vous souhaitiez revenir évidemment en longueur sur ce drame et faire une sorte de chronologie d'une tragédie, Philippe de Villiers. Et vous voulez commencer les choses et prendre les choses dans l'ordre chronologique pour apporter un éclairage sur chaque séquence du drame. Et tout a commencé, selon vous, avec la conférence, on pourrait parler de réunion politique, plus de conférence, de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, reçu en majesté à Sciences Po Lyon. Regardez. Geoffroy Lejeune. Philippe, quelle analyse faites-vous des images qu'on vient de voir, de la prise de parole de Rima Hassan, de sa réaction aussi aux événements qui se sont passés à l'extérieur de Sciences Po Lyon quand elle était en train de parler aux étudiants, et plus généralement, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de l'état de l'université française? Alors, là, en voyant ces images, Elliot m'a interpellé en disant vous êtes ancien de Sciences Po. Effectivement. Quand je vois ces images, moi, ancien de Sciences Po, c'est jamais arrivé, ça. De mon temps, comme on dit. C'est impensable. On appelle ça une conférence. Non, c'est pas une conférence, c'est un meeting. C'est un meeting politique. Et en fait, Rima Hassan, moi, j'ai étudié de près ce qui s'est passé. J'ai écouté son discours.
Et je vous livre ce qu'elle a voulu faire et ce qu'elle a voulu dire. En fait, elle avait 3 objectifs en venant à Sciences Po Lyon. Premier objectif, c'était de faire passer le Hamas, qui est la branche palestinienne des frères musulmans, ne l'oublions pas, pour un mouvement de libération sur le thème la libération de la mer au Jourdain, c'est-à-dire l'effacement de l'État d'Israël. Ça, c'est son premier objectif. Partout où elle va, partout à Sciences Po, dans les facs, le Hamas. Mouvement de résistance. Deuxième objectif, transformer ses auditeurs, les étudiants, en propagandistes auprès des populations arabo-musulmanes à la veille des élections municipales. Et troisième objectif, qui est dissimulé mais qui est très présent, préparer le 3e tour de la présidentielle. C'est-à-dire, en fait, préparer le chaos social, parce que Rima Hassan, qui connaît bien Jean-Luc Mélenchon, dont elle est une collaboratrice immédiate, Rima Hassan sait que la victoire de Mélenchon à la présidentielle est peu probable, encore moins depuis 8 jours. Mais que ce qu'ils veulent faire, c'est attendre la victoire du Rassemblement national pour bordéliser la France et créer une France des barricades. C'est-à-dire que, ou bien c'est les urnes, la créolisation des urnes, ou bien c'est la rue, l'apocalypse insurrectionnelle. Et donc, ce qu'elle fait avec son tour des universités, elle prépare l'apocalypse insurrectionnelle. C'est ça qu'elle prépare avec son kéfier. Alors maintenant, j'ajouterai quelque chose. J'ai regardé son compte, ce que je ne fais pas habituellement, c'est pas mon truc. Mais là, je me suis dit, j'ai regardé ce qu'elle va dire. Et en fait, on a attendu les messages de compassion. Et j'étais horrifié de voir qu'elle a repris le mot de France Info qui dit « Il a refusé d'aller à l'hôpital ». France Info, service public, 4 milliards, service public. Ça nous coûte 4 milliards, ça. Il a refusé d'aller à l'hôpital. Et France Info ajoute, on ne sait pas bien trop bien ce qui s'est passé, ce qu'il a fait entre le moment où il a quitté les lieux et le moment où il s'est effondré, sous l'abribus. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ah oui, en effet, oui. Salopard. Et donc, elle a retweeté ça quelques instants après le meurtre. Honte à elle. Mais je vais plus loin. C'est très important, Rima Hassan, pour Mélenchon. Parce que c'est l'incarnation, c'est ce qu'on appelle une incarnation. C'est l'incarnation d'une figure qui représente la doctrine de LFI. Cette doctrine repose sur 2 éléments qui se cristallisent. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Premier élément, l'islam est la religion des opprimés. Et donc, grâce à cela, si vous le croyez, c'est ce qui permet au gauchisme d'abjurer son aversion du religieux. Pas mal. Et deuxième élément, l'immigration permettra de faire entrer en France un nouveau prolétariat actif et révolutionnaire dont on a besoin vu que l'autre prolétariat s'est embourgeoisé et parti au Rassemblement national. Ce sont les 2 éléments qui se coagulent, les 2 éléments qui se cristallisent
et qu'incarne parfaitement Rima Hassan. Alors maintenant, je réponds à votre question sur l'université. L'université, qu'est-ce qu'elle est devenue? L'université, c'est devenu la chasse gardée de l'islamo-gauchisme et de l'extrême gauche. C'est simple, il n'y a plus de légitimité académique, les conférences, les séminaires n'obéissent plus aux lois les plus élémentaires de la tradition universitaire, de l'éthique universitaire, ce que dit très bien Fabrice Balanche. Ensuite, c'est la terreur qui règne. En avril 2025, je ne sais pas si vous vous souvenez, Fabrice Balanche, grand professeur de géographie, qui est une sommité, il a été chassé de son amphi, manu militari. Et il n'a jamais pu revenir. Et il ne s'est rien passé. La direction de Sciences Po n'a rien dit, Lyon 2. Là où Rima Hassan pérorait jeudi dernier. Et puis ensuite, il y a des enseignants-chercheurs, comme par exemple Florence Bergeau-Blaclair, qui sont déclarés indésirables. Alors vous avez les graffitis, vous avez les tags, enfin, voilà, ils sont chez eux. Mais ça va plus loin. C'est qu'en fait, l'université française est devenue le bac de décantation, ou plutôt d'incubation de l'islamo-gauchisme. Je me souviens, on avait parlé ensemble, il n'y a pas très longtemps, que le ministre Philippe Baptiste, il est encore là, il sévit toujours, il avait dit non, l'islamo-gauchisme, c'est un mot qui n'entre pas dans le langage universitaire. Ah bon? Et pourtant, celui qui a permis à ce mot d'émerger, c'est Michel Foucault en 1979, quand il allait avec Jean-Paul Sartre faire la génuflexion oblique du dévot pressé sur un petit tapis sous un coudrier à Neauphle-le-Château, devant le grand homme qui était l'ayatollah Khomeini. Et c'est là qu'il a dit « Il faut établir une convergence politique et intellectuelle entre l'extrême gauche et l'islam politique. » C'est lui, le premier. Et derrière, comme l'a dit Olivier Vial, il y a eu 3 étapes dans l'infiltration de l'islamo-gauchisme à l'université. 3 étapes. Première étape, l'islamo-gauchisme s'est accroché, s'est arrimé au mouvement intermondialiste. 1994, parution du livre de Chris Harman, l'anglais trotskiste, Le prophète et le prolétariat. Ça, c'est le premier moment. Donc, l'altermondialisme. Deuxième moment, l'invention de l'islamophobie. C'est Khomeini qui a dit qu'il faut utiliser ce mot pour fixer au sol tous ceux qui critiquent l'islam. Il n'y a pas l'équivalent avec la christianophobie. Et puis, troisième moment, c'est l'arrivée du wokisme. Si bien qu'aujourd'hui, l'université est prise entre l'islamisme et le wokisme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Elliot Geoffroy, c'est la stratégie de Mélenchon, qui est très habile. Mélenchon, en fait, il tient de demain son destin. Une partie du destin vient de ce qu'il a appelé la rue arabe, c'est-à-dire les quartiers souverains, là où se développe l'islamisme radical, et l'autre main, c'est les facs, où se développe l'islamo-wokisme. Et donc, en fait, il a, pour faire le frankistan, l'islamistan et le wokistan. Bien joué, l'artiste. On parlera de la France insoumise dans un instant. Je vous ai laissé poursuivre, évidemment, toute votre réflexion. Je connais trop bien les âmes chagrines sur les réseaux sociaux qui attendent la moindre phrase ou le moindre mot. Vous avez employé le mot salopard. Permettez-moi de modérer, évidemment, et de reprendre sur ce terme qui peut évidemment heurter certains. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que cette modération, c'est la censure. Bon, mais attendez, comment vous appelez ces gens, par exemple, Ségolène Royal, qui vient de faire un tweet pour dire que c'est un scandale, cette marche blanche, pour un néo-nazi présumé. Vous appelez ça comment? Vous avez des mots pour ça? Non, mais voilà. Alors,
J'entends évidemment... Comment il faut que je le dise, Ségolène Royal, qui a été ma voisine, députée, qui a été présidente de la région Poitou-Charentes, qui a un très beau sourire, qui a séduit monsieur Tebboune, dans une démarche courageuse et élégante, qui n'est pas du tout une démarche de trahison. Il faut que je dise quoi? Il faut que je dise, oh, la domina, comme on disait au Moyen-Âge, avec sa cour d'amour, dame de haut port et de seigneurie. J'ai failli vous proposer cette déclaration de Ségolène Royal. Et attendez, vous savez, moi je vais vous dire, quelqu'un qui aujourd'hui, dans la situation où on est, avec ce qui se passe à Lyon, qui n'est pas en colère comme moi je le suis, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Et cette colère, elle est partagée voilà. Par des millions de Alors, allez-y, Français. les réseaux sociaux, là, allez-y. Tout le monde a peur des réseaux sociaux, de l'ARCOM, etc. On tremble tous, tout le monde tremble pour la marche blanche. Il faut pas y aller, il faut surtout pas. Oh là là, attention, ça va être l'extrême droite, l'ultra-droite. Non mais attendez, où on est où là? Philippe. Eh oh, la France, elle est là. Hein. Et là, en ce moment, il y a plein de gens qui nous regardent, là, qui prennent leur écart et qui disent « Ouais, il a raison !» Alors on continue. Et c'est pas fini, vous allez voir la suite. Parlons du mouvement féministe Némésis, justement, qui déroulait, et on poursuit la chronologie de la tragédie, qui déroulait une banderole intitulée « Islamo-gauchisme hors de nos facs ». L'université, vous en parlez juste avant. Peu de médias en ont parlé, mais 2 jeunes femmes militantes ont été agressées, dont une qui a été projetée au sol. Je vous propose de voir la séquence. Et malgré cette agression, malgré les témoignages et le courage d'Alice Cordier, elle a été violemment attaquée à de nombreuses reprises, notamment par Jean-Luc Mélenchon qui, la semaine dernière, disait « c'est nous qui sommes agressés ». L'inversion accusatoire. Réponse d'Alice Cordier. Face à des gants coquets, nous étions avec un drap, avec un simple drap, avec des inscriptions islamo-gauchistes hors de nos facs. Nous étions 7 jeunes femmes âgées entre 20 et 25 ans. Pour M. Mélenchon, ça c'est une agression. Pour moi, une agression, c'est ce qui est arrivé à Quentin, ce jeune homme catholique qui est venu simplement rendre service, protéger des jeunes femmes, puisqu'on est à un stade où, aux abords des réunions, puisque M. Mélenchon parle de réunions de la France Insoumise, il faut sécuriser des jeunes femmes, il faut une protection. Donc c'est qu'aux abords des rendez-vous de la France Insoumise, il y a des dangers. Ces rendez-vous sont dangereux. C'est ça, hein, ce qu'il sous-entend lui-même d'ailleurs. Et on a vu les images de cette agression d'une violence inouïe. On a Quentin qui est au sol, un homme est accroupi sur lui, en train de lui rouer de coups pendant que d'autres lui mettent des coups de pied. Voilà. Face à ça, nous, on était avec simplement des draps et des pancartes. Voilà. Donc si pour monsieur Mélenchon, c'est ça une agression, moi j'ai une question à poser aux téléspectateurs. Qui sont vraiment les violents? Qui sont vraiment les violents? Qui sont vraiment les violents? Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, question très importante. La présence de Némésis devant Sciences Po Lyon jeudi dernier, relevait-elle du droit de manifester, ou bien, comme l'a expliqué une certaine presse, et je mets des guillemets, d'une provocation insupportable qui pourrait expliquer ce qui s'est passé après? Non mais là on est dans le scandale absolu. Némésis, Alice Cordier. Alors d'abord, puisqu'on vient de la voir, je voudrais dire un mot sur Alice Cordier, parce que vous la connaissez, moi je la connais bien. J'ai appris à la connaître il y a pas longtemps, mais maintenant je la connais bien. En fait, Alice Cordier, c'est une jeune femme qui aurait pu très bien rester chez elle et qui a été très choquée en 2012 quand elle a vu sa petite sœur revenir à la maison après avoir été bousculée et agressée dans un tram par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être en France. Et là, il y a eu un deuxième événement. 2016, les viols de Cologne. Deuxième traumatisme pour Alice Cordier. Et elle dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Et troisième événement, les grooming guns. En Angleterre, c'est des viols de jeunes mineurs par des Pakistanais. Et là, elle dit, avec quelques amis, on crée un mouvement qui s'appelle Némésis. Némésis, c'est la déesse grecque de la colère. Elle crée Némésis, qui a pour vocation de défendre
la liberté de la femme, que les féministes traditionnelles de l'autre bord ne défendent plus, puisqu'elles acceptent le voile, par exemple. Enfin, la liberté de la femme, c'est-à-dire que face aujourd'hui il y a les fémènes d'un côté avec les femmes dépoitrinées et les islamistes avec les femmes grillagées. Et dit, moi je veux pas de ça, je veux la civilisation française dont je parlais à l'instant. La civilisation française, ça veut dire que la France est le pays inventeur de la courtoisie. Michelet disait, la France est une femme. La France est un être moral doué de tendresse. La France est une mère aimante. D'ailleurs, la patronne de la France s'appelle Notre-Dame. Bon. Et donc, elle inscrit son action dans l'idée de la tradition française pour défendre la liberté de la femme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait à Lyon? C'est courageux, elles étaient 7 filles qui ont mis une banderole, non à l'islamo-gauchisme. Enfin, l'islamo-gauchisme, vous venez de le rappeler, hors des facs. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du happening pacifique. Rien de violent là-dedans. Simplement, on a le droit quand même de protester contre l'avenue de Rima Hassan. Sinon, on est dans un pays totalitaire. 2 d'entre elles ont été agressées, dont une a été étranglée. Et à quelques pas de là, un groupe d'amis qui était venu pour les protéger, à leur demande, un groupe d'amis et non pas un service d'ordre, s'est fait agresser à son tour. Voilà l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Et donc moi je dis hommage à Némésis, continuez les filles, continuez, battez-vous comme vous vous battez, c'est-à-dire pacifiquement et avec le sourire, en tenant bon. Vous savez, un jour Solzhenitsyn, il m'a dit, vous savez Philippe, je vais vous dire, ce qui vous manque en France, c'est terrible ce moment, je m'en souviendrai toute ma vie. On était en train de prendre un café, et il me dit, ce qui vous manque en France, c'est pas l'intelligence. L'intelligence, vous en avez plus que tous les autres peuples. Ce qui vous manque en France, c'est le courage. Et pour moi, Alice Cordier et ses amis, elles incarnent le courage français. Présenté dans d'autres médias comme étant membre de l'ultra-droite. À l'ultra-droite. Parlons de Quentin à présent, Philippe, puisque vous parlez de ses proches qui étaient présents au cas où, à proximité de leur happening. Quentin a été lynché, frappé au sol, et à la suite de ce lynchage, il est décédé. La caste médiatique a porté un jugement mitigé pour le moins, contrasté sur la personnalité de Quentin et sur les causes du meurtre. Quelle est votre appréciation, Philippe, personnelle, sur ce qui s'est passé? Je pense que Quentin restera dans l'histoire de France comme une sorte de Charlie Kirk à la française. Je vous rappelle que Charlie Kirk s'est pris une balle, une seule, et sur la douille, l'Antifa avait écrit « Prends ça, fasciste, attrape ». On avait à l'époque aux États-Unis parlé du turning point. On pourrait dire en France point de retournement. Et j'entendais il y a quelques jours Jordan Bardella qui disait « Il est possible que le certificat d'impunité de l'extrême gauche sur cette affaire perde de sa valeur. » Je le crois aussi. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir la société médiatique. Et je réponds à votre question. Pour la société médiatique, je dirais la caste médiatique. Il y a 2 Quentins et 2 narratifs. Alors les 2 Quentins, le vrai Quentin, c'est un patriote, une maman péruvienne, donc voilà, pour le français de souche. Ensuite, c'est un pacifique de tempérament, catholique. Il faisait la maraude, c'est-à-dire qu'il allait aider des sans-abri. Pour un fasciste, c'est quand même pas donné. Hein. Et il était le parrain de baptême de son père qu'il a converti après avoir lui-même opéré de conversion.
Alors, le Quentin médiatique, c'est pas du tout ça. Le Quentin médiatique, c'est la reductio ad Hitlerum. Passer par la reductio ad Hitlerum, ça donne ceci. Un activiste de l'ultra-droite, d'extrême droite, nasillon, néo-nazi selon donc la dame du Poitou-Charentes, que je resalue pour la 2e fois, en jetant le mouchoir. Et donc, en fait, c'est Goebbels, quoi, un petit Goebbels, voilà. Et en fait, ce qu'a dit très bien l'avocat maître Thibault de Montbrial, il dit il y a des profils qui deviennent suspects par nature. C'est le cas de Quentin. Souvenez-vous, Thomas Crépol, mauvaise victime. Par contre, Adama Traoré, bonne victime, on se met à genoux, on fait une manif en plein Covid, etc., etc. Alors, le narratif, le vrai narratif, c'est qu'il a été piétiné par des antifas qui sont des miliciens qui ont organisé ce qu'ils ont appelé eux-mêmes l'autodéfense populaire. L'autodéfense populaire, c'est quoi? C'est des milices, c'est des polices parallèles, c'est des organisations paramilitaires avec un mode opératoire qui est toujours le même, c'est-à-dire cagoule, masque, et puis évidemment on bondit en même temps et on vise la tête. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des milices qui rappellent les corps francs de la République de Weimar qui ont intimidé la bourgeoisie et ont permis l'arrivée d'Hitler. En fait, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, alors il y a l'excuse absolutoire, il y a l'inversion victimaire, quand Mélenchon a dit « c'est nous les victimes ». Il y a même Sandrine Rousseau, je termine, qui dit ah mais moi je suis victime des fascistes comme ça, etc. Parfois il y a l'OS qui arrive pour me troubler. Alors j'ai regardé, elle est née en 1972 et l'OS c'est 1962. Donc je sais pas, elle a vu le fantôme de l'OS qui revenait, etc. Non, c'est et le monde qui dit ils ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont offert un martyr à l'extrême droite. Vous vous rendez compte, le journal Le Monde, c'est une honte. Alors, je ne redirai pas le mot de tout à l'heure, parce qu'une fois suffit, mais je l'ai pensé en lisant Le Monde. Ouais. Parlons de l'enquête à présent. Parfois, quand je lis Le Monde, je me mets près du feu. L'enquête qui progresse, les gardes à vue se sont multipliés. Sur les 7 mises en cause, 6 ont été placés en détention provisoire. La responsabilité de la jeune garde semble engagée, plus que jamais d'ailleurs. Et celle de la France insoumise pourrait l'être dans les jours qui viennent. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, nous étions en avril dernier. Il dit, eh bien, nous allons dissoudre la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Et qui sont ces jeunes gens? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades, les insoumis, à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, il y a énormément de questions qui se posent en ce moment, qui relèvent du droit, de la justice, mais aussi de la politique. À toutes ces questions, quelle est votre réponse? Alors moi, ma réponse, elle est simple. Je prends un peu d'avance. Je pense que le débat à venir, quand l'enquête, quand l'information judiciaire va progresser, le débat à venir, il est le suivant. Est-ce que oui ou non, il faut dissoudre LFI? Et ma réponse est oui. Il faudra dissoudre LFI. Je l'avais dit d'ailleurs il y a 1 an. Et je vais vous dire pourquoi. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est un mouvement, LFI, qui est organiquement, ontologiquement lié à la Jeune Garde. Or, la Jeune Garde est un mouvement qui a été dissous. Et donc, les raisons qui ont fait que la Jeune Garde a été dissous sont les mêmes que celles qui présideront
dans quelques mois, à la nécessité de dissoudre la maison mère. Parce qu'en fait, entre la violence verbale de LFI et la violence physique de la jeune garde, il y a une différence de degré, mais pas une différence de nature. Le bras séculier, c'est la jeune garde, mais c'est le bras séculier de la France insoumise. La jeune garde, moi je vous fais le procès là devant vous, là, comme si j'étais juge d'instruction. Sur toutes les affiches, les bulletins de vote, sur beaucoup de bulletins de vote, y compris François Hollande, il y avait la jeune garde en préfecture. Ensuite, Mélenchon vient de le dire, le 30 avril 2025, il a dit la jeune garde est un mouvement qui est allié, et il s'est repris lié au mouvement insoumis, lié. Donc, ils sont ensemble. Donc, il y a un enchaînement politique, moral, physique entre la jeune garde et donc le mouvement de Mélenchon. Donc, en fait, ce qui atteint la jeune garde atteint la France insoumise. Et je pense que par un phénomène de contagion, de contamination juridique, c'est la première raison d'une dissolution de la France insoumise. La deuxième raison, c'est que c'est un parti qui est coupable d'intelligence avec l'ennemi. Il s'appuie sur les islamistes, à l'intérieur et à l'extérieur. Je n'ai pas le temps de développer, mais ce serait important de le faire. Et c'est un mouvement dont le messianisme révolutionnaire, dans la tradition française du XIXe siècle, est aujourd'hui un mouvement qui considère que la France ne doit plus exister. C'est un mouvement qui considère qu'il faut changer de population et qu'il faut changer de civilisation. Troisièmement, et c'est la troisième raison, et c'est la plus importante, c'est un parti de guerre civile. Pourquoi c'est un parti de guerre civile ? Parce que la violence n'est pas pour lui un débordement. Non, la violence pour lui, elle est constitutive. La violence pour lui, c'est une doctrine. La violence pour lui, elle est dans l'ADN du mouvement. Alors, ses grands ancêtres, ils répètent tout le temps les phrases de Carrier, de Robespierre. Nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière. C'est sa phrase favorite. Vous vous rendez compte ? Ou encore, par principe d'humanité, c'est par principe d'humanité que je veux purger la terre de la liberté. C'est monstre. Voilà. Et puis, il y a Bourdieu. Il y a l'idée qu'en fait, c'est pas eux les violents. Ils font face à une violence systémique. Et donc, les vrais violents, c'est la société, c'est l'État qui est raciste, qui est colonialiste, etc. Esclavagiste, etc. Donc, eux, ils sont pas violents. Ils répondent par la force à la violence systémique. Voilà. Et alors, comment ils font pour terroriser l'adversaire et le clouer au sol ? On fascise l'adversaire à partir du principe de Staline, faites de l'antifascisme une arme de destruction de l'ennemi, d'anéantissement de l'ennemi. Deuxièmement, on déshumanise, comme faisait Lénine, qui disait il faut débarrasser la société russe des punaises, des puces, des parasites qui nous infectent. Donc c'est le principe de la déshumanisation qu'a fait dire au père de l'attaché parlementaire mais moi non, ça me fait rien. Vous me demandez ce que je pense du garçon qui était à terre, ça me fait rien. Oui, parce que en fait, c'est plus un homme, en fait, c'est un ennemi. Vous voyez, la déshumanisation. Et enfin, le dernier point, le plus important, c'est l'intimidation. On intimide, c'est-à-dire que le fait de se défendre, le fait d'aller en place publique pour protester devient trop coûteux socialement, économiquement, moralement, politiquement. Vous entendez ce que je vous dis ? C'est ça, en fait. C'est ça leur truc. C'est qu'ils veulent intimider et imposer petit à petit la guerre civile. Ils ont besoin de la guerre civile. Il n'y a que par la guerre civile qu'ils arriveront au pouvoir. Philippe de Villiers, il nous reste quelques minutes et vous souhaitez adresser, vous l'aviez annoncé en début d'émission, après votre mot à la famille de Quentin, adresser un mot à tous les contemporains de ce jeune homme de 23 ans qui pourrait peut-être demain devenir pour toute la France et la jeunesse française un modèle sacrificiel et une source d'espérance. Philippe de Villiers, c'est à vous.
Oui, je voudrais m'adresser aux jeunes Français qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui nous regardent sur CNews et qui nous écoutent sur Europe 1. Et je voudrais leur dire ceci. Étudiez, chacun à votre tour, là où vous êtes, observez la vie de Quentin. Demandez à ceux qui l'ont connu de vous la raconter. Moi, j'ai fait cet exercice et je suis en mesure de dire ceci ce soir. Quentin était ce que Solzhenitsyn avait appelé pour son pays, en évoquant le samizdat qu'on cachait sous le manteau, était un porteur de lucioles. Il était un enfant de France, un enfant de la France charnelle et spirituelle. Il était un enfant de France qui savait, qui avait appris que c'est dans la jeunesse flamboyante que chacun doit aller forger l'anneau de sa mémoire. Il savait qu'il devait apprendre à voyager dans l'âme de la France pour y goûter le génie symphonique de ces foules chantantes sous la voûte grégorienne immémoriale d'un vieux pays qui est notre trésor, notre dernier trésor, notre premier trésor. Et puis c'était un enfant de France qui était un enfant de Lyon. Et donc il a appris, quand il s'est converti, à aller prier devant un vitrail de l'église éponyme, le vitrail de l'évêque Potin, premier évêque de la capitale des Gaules, martyrisé pour sa foi. Et puis il a appris, quand il s'est converti, que la sainte patronne de sa ville, c'était Blandine, Sainte Blandine. Et donc il a appris que Lyon, c'est une capitale du martyre, et que ces martyrs ont fécondé la glèbe d'un vieux pays aux hautes destinées. Alors aujourd'hui, cette luciole, elle est tombée des mains de Quentin. Mais je dis aux jeunes Français, observez bien, dans la Voie lactée, cette luciole, elle brille pour vous, au-dessus de vous, comme une étoile. Elle scintille. Et bientôt, elle vous guidera en place publique, là où s'étendra la marqueterie discrète des cellules de dissidence française qui échapperont à l'esprit du temps. Grâce à Quentin, grâce à son oblation sacrificielle. C'est une forêt de lucioles qui s'allume partout, dans toute la France. Un autre monde vient vers nous. Plus rien n'est comme avant. Quentin, un modèle héroïque pour la jeunesse de France. Merci Philippe de Villiers. Et merci à vous Geoffroy Lejeune. Nous continuerons de parler de Quentin, des conséquences politiques dans un instant dans l'heure des pros. Et on pourra vous retrouver bien évidemment vendredi prochain à la même heure pour Face à Philippe de Villiers. Pensons à la famille et aux proches de Quentin ce soir. Merci à vous.